accueille Madame Naude, Madame Malater et Monsieur Sauret. Donc Madame Naude et Monsieur Naudet, Sauret qui sont avec nous et Madame Malater qui est en visioconférence. Donc sachez que c'est enregistré, donc vous pourrez avoir accès au replay sans difficulté. Je vous l'ai déjà dit, mais pensez à bien couper vos micros. Et si vous voulez prendre la main, puisque c'est participatif, n'hésitez pas à lever la main dans le fil de discussion. Je vous passerai la parole et à réactiver du coup vos micros et vos caméras quand vous voudrez parler. Madame Naudet, je vous laisse nous faire une petite présentation du coup de qui vous êtes et de votre établissement. Il faut appuyer. Voilà. Donc, oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aurélie Naudet, je suis responsable de l'association Écoacteurs en Médoc. Donc, Écoacteurs en Médoc, c'est une association qui a été créée en 2008 et qui fait de l'éducation à l'environnement et au développement durable, mais qui accompagne aussi des projets de territoire pour des changements vers des pratiques plus durables. Et on a aussi plusieurs activités en lien avec l'écotourisme. On propose des séjours et on accompagne aussi les acteurs du tourisme justement sur les questions d'alimentation durable, mais pas que. Voilà pour un résumé très rapide de notre activité. Ouais, on peut rester du coup sur le slide précédent, effectivement, pour présenter rapidement les enjeux. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de parler des circuits courts et de proximité. Et donc j'ai précisé effectivement au menu du local, du bio et de saison, entre parenthèses de préférence, parce qu'effectivement il faut souvent y aller un petit peu par étapes. Donc les circuits courts, c'est, pour faire une définition très rapide, c'est c'est les circuits de commercialisation qui vont être soit en direct avec le producteur, donc une vente directe producteur, ou alors avec un intermédiaire au maximum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle circuit court, mais ça peut, quand on parle du local, on parle avant tout de circuit court et de proximité. Donc là, c'est vraiment une indication géographique et en général, quand on parle de circuits de proximité, on parle d'une trentaine de kilomètres pour ce qui va être des fruits, légumes, etc. Et puis environ 80 kilomètres pour les autres produits. Mais il n'y a pas vraiment de règles très très définies sur, on va dire, la distance géographique. Donc bien sûr, cette approche vers une alimentation durable, elle touche à plein d'enjeux. On en a parlé juste avant. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais voilà, on parle bien sûr des enjeux qui sont liés à la biodiversité, parce qu'on sait que l'alimentation a un impact direct sur la biodiversité, dans le sens où y a la perte, ça crée une perte d'habitat, ça crée de la déforestation, ça crée pas mal de choses comme ça qui vont avoir un impact très négatif sur la biodiversité. Et donc en revanche, si on change et qu'on va vers des pratiques qui sont plus durables, donc vers plus de local, plus de produits de saison, plus de bio, on peut aussi, ça va permettre aussi d'aller sur des pratiques qui sont en lien avec l'agroécologie, de généraliser l'agroécologie et donc d'espérer restaurer aussi en partie cette biodiversité. Et les paysages. Ça touche aussi aux enjeux de changement climatique, parce qu'aujourd'hui en France, l'alimentation est responsable d'à peu près 25% des gaz d'émissions à effet de serre. Donc il y a toutes ces actions qui vont être en faveur de pratiques plus durables dans l'alimentation vont aussi permettre de s'adapter, voire de réduire les enjeux liés au changement climatique. Ça touche évidemment à la ressource eau. Aujourd'hui, on a à peu près 45% de l'eau qui est utilisée en France, qui est utilisée pour l'irrigation en agriculture. Donc plus on aura des pratiques aussi plus durables, plus on pourra réduire la pression sur l'eau. Et cette eau qui est aussi malheureusement polluée par des pratiques agricoles, avec les engrais chimiques, les pesticides, etc. Ça touche évidemment à la santé. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que plus on fait du bien à la planète, plus on fait aussi du bien à notre santé. Donc ça, c'est gagnant-gagnant. On parlait du gaspillage alimentaire auparavant. Aujourd'hui, on a plus de 30% de l'alimentation qui est produite en France qui finit à la poubelle. Donc ça pose aussi beaucoup de questions. Et en ayant une consommation plus locale et de saison, on participe aussi à la réduction du gaspillage alimentaire, parce qu'en fait, ce gaspillage, il a lieu sur tous les maillons de la chaîne alimentaire. Et donc ça participe à réduire ce gaspillage alimentaire-là.
Et bien sûr, plus on favorise le local, plus on favorise aussi l'économie locale et le lien social. Et donc ça, c'est des enjeux qui sont bien sûr essentiels. Voilà, ça c'est un petit peu pour les enjeux. Et, vous avez des solutions du coup à nous proposer? Oui. Voilà, donc après, effectivement, qu'est-ce qu'on peut mettre nous en place concrètement en tant qu'acteur du tourisme pour essayer de se lancer dans une démarche d'alimentation durable? Donc en général, on a plutôt tous envie de le faire, c'est-à-dire qu'on a plutôt tous envie d'avoir des pratiques plus durables et de pas voilà, d'aller vers du changement, mais ça peut paraître très vite compliqué. Et donc plus on aura une approche globale, plus ce sera, on va dire, faisable. Donc là, j'ai mis quelques étapes ou quelques on va dire recettes qui peuvent être appliquées. Bien sûr, c'est toujours du cas par cas et ça dépend aussi des diagnostics qui peuvent être faits ou des autodiagnostics qui peuvent être faits au sein de l'établissement. Mais voilà, pour donner quelques éléments de réflexion, c'est déjà dans un premier temps, en interne, en matière de fonctionnement, c'est de se fixer des objectifs qui soient réalistes et progressifs. C'est-à-dire que, notamment quand on est une très très grosse structure, ça peut être vite compliqué de se dire du jour au lendemain, je vais faire du 100% bio, du 100% local, alors qu'on a tout un système qui est déjà en place et qui fonctionne autrement. Donc souvent, il faut vraiment y aller par étapes et avec des objectifs précis. Et ensuite, c'est de ne pas y aller seul, en tous les cas, c'est de se dire que c'est possible d'être accompagné et d'agir en réseau. Il y a, comme on l'expliquait juste avant, beaucoup d'acteurs sur le territoire qui existent et qui peuvent accompagner les acteurs du tourisme pour justement apporter toutes les compétences nécessaires, faire les études nécessaires, voire avoir un accompagnement qui peut être aussi financier. Et ensuite, donc, je parle de démarche concertée, donc ça c'est vraiment en interne aussi, avec les équipes, pour que les équipes puissent adhérer au projet et que ça ne paraisse pas comme quelque chose qui risque de poser peut-être des tensions ou d'être vu comme du surplus de travail ou quelque chose de trop complexe. C'est important d'entrer vraiment dans une démarche concertée, de co-construire un projet, une nouvelle démarche pour une alimentation durable en lien avec les équipes et vraiment en concertation pour qu'il y ait une adhésion au projet et que derrière les équipes se sentent concernées et qu'elles puissent proposer elles-mêmes aussi les solutions et qu'on puisse évaluer comment les appliquer. Parce qu'effectivement, on l'expliquait juste avant, plus on va traiter des produits bruts, plus on va multiplier les fournisseurs, etc., plus on peut avoir du surplus de travail, au moins au début, le temps de changer les habitudes. Et donc ça, c'est vraiment des nouvelles organisations à mettre en place. Potentiellement, quand on est une grosse structure, ça peut valoir le coup aussi d'avoir quelqu'un qui soit complètement dédié à la mise en place de cette nouvelle démarche alimentaire. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir sensibiliser et former les équipes sur ces sujets-là. Donc, ça va être aussi bien les équipes d'animateurs que les équipes cuisine sur les nouvelles pratiques, sur des nouveaux menus, etc. On parlait aussi un petit peu avant sur comment on travaille avec ses fournisseurs. Donc, il y a plusieurs façons de procéder, c'est-à-dire qu'on peut aller à la recherche des producteurs locaux qu'il y a sur notre territoire. Ça peut prendre un certain temps. C'est important de le faire, mais ça peut être aussi, dans un premier temps, si on a des fournisseurs avec qui on travaille déjà et avec qui on a une bonne relation et avec qui on est content, c'est peut-être de déjà commencer à travailler sur un cahier des charges, à revoir le cahier des charges avec eux, sur qu'est-ce qu'on recherche comme type de produit. Et donc ça peut être déjà une première étape. Donc ça peut être sur d'où proviennent mes produits, ça peut être sur des labels de qualité, ça peut être sur augmenter la part du bio, ça peut être aussi sur augmenter la part du végétal, etc. Et ensuite, il va y avoir toute la partie... donc pensez à contacter effectivement les acteurs territoriaux et les têtes de réseau qui, elles, connaissent les filières existantes et qui pourront vous mettre en contact avec, je ne sais pas moi, des groupements de producteurs ou des fournisseurs qui peuvent être spécialisés. Et ensuite, ça va être potentiellement de créer des partenariats en direct avec les producteurs locaux. Donc nous, ça me fait penser peut-être que là, je donne peut-être pas d'exemple très précis, mais on avait travaillé avec un village vacances, par exemple, qui avait dans son établissement du vin qui provenait d'Espagne, alors qu'on était dans une région très, très viticole. Et donc, c'est de se dire, peut-être qu'on peut déjà commencer par certains produits un peu phares,
Si on a un partenariat avec un producteur local, c'est aussi comment on va négocier les prix et comment on va pouvoir proposer des meilleurs produits à ses clients. Et souvent, la satisfaction client qu'il y a derrière, elle est très forte. Et donc, ça permet aussi d'avoir un retour très qualitatif pour l'établissement. Et après, ce qui va être important, c'est vraiment comment on définit les commandes et comment on optimise tous ces achats et cette logistique. Parce qu'effectivement, d'aller multiplier les petits producteurs, ça peut vite être long, compliqué. En plus, ça peut aussi être un peu contre-productif, entre guillemets, sur les circuits courts, parce que plus on multiplie les petits kilomètres, plus aussi ça peut créer plus de transport, finalement. Donc, il y a aussi toute la question de comment on optimise ces achats et ces logistiques. Et c'est là où la structuration des filières va être importante. Mais plus on aura d'acteurs qui s'engagent sur ces démarches-là, et plus ces filières vont se structurer aussi. Et il ne faut surtout pas hésiter à aller taper à la porte des communautés de communes, des communes, de toutes les institutions qui existent autour, qui peuvent nous aider, l'ADEME, la région, le département, etc. Madame Naudet. Oui. Je vais devoir vous interrompre. Si on veut laisser un peu de temps en questions-réponses. Ah oui, pardon. Je vous laisse conclure. Je voulais juste conclure si vous aviez 2-3 petits éléments à nous partager, et ensuite on finira de répondre via les questions, vu qu'on a pris un peu de retard. D'accord. Madame Malater, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui. Je Parfait. vais vous présenter et nous dire du coup 2 mots de votre structure et de vos engagements sur le gaspillage alimentaire, les circuits courts, etc., comme vient de le faire Madame Naudet, avant qu'on puisse échanger avec les participants. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a un restaurant qui est en Corrèze, ce qui est une chance, parce que du coup, il y a des actions qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place que si on était dans une grande ville. Donc, comme je l'avais un petit peu vu avec Madame Wavin, donc en amont, ça reprend un petit peu tout ce qui a été dit, c'est-à-dire faire attention au choix de nos fournisseurs, aux produits, favoriser le plus possible les circuits courts et être partie prenante donc du tissu local et de la vie économique locale. Donc surtout au niveau des les fruits, les légumes, les œufs, la viande forcément en Limousin. Voilà. Ensuite, il y a toute une partie aussi qui est importante, c'est par rapport au personnel, donc sensibiliser tout notre personnel pour qu'il fasse attention au quotidien, c'est-à-dire limiter le nombre de déchets, que ce soit au niveau des pluches par exemple, les garder dans un bac séparé, ou après on est avec justement le maraîchage, on leur redonne tout ça, ils font du compost et ils s'en servent en permaculture par exemple. Les serveurs, ça leur apprendre à pas jeter le pain dans la poubelle, mais dans un sac séparé pour le donner, par exemple, à un agriculteur, pareil, qui le donne à ses animaux. C'est plein de petites actions comme ça. Truc tout bête, mettre un sac poubelle transparent. Comme ça, on voit en direct ce qui se passe et dans les cuisines exactement ce qui est jeté. Tout en faisant attention aux normes sanitaires, bien évidemment. Il y a des produits des invendus sur un service de midi qui peuvent être transformés le soir. Tout le monde sait faire un pudding, par exemple, avec le pain. On en revient encore au pain, mais on peut faire un pudding avec, transformer les recettes pour contribuer, essayer d'abaisser les recettes en termes de sel, de sucre, des choses comme ça. Surveiller toute la logistique des frigos, donc faire attention qu'il n'y ait rien qui se périme, éviter de jeter le moins possible en fait. Donc pour nous, ça, c'est pas très contraignant dans le sens où on a une entreprise où il y a un petit peu de place, pas beaucoup, c'est quand même assez petit par rapport au rendement, mais où on arrive, comme dans les bateaux, et s'ils arrivent à le faire, nous, on doit y arriver dans nos établissements, optimiser l'espace, la production, le tri, et après, se mettre dans le maillage local pour trouver des agriculteurs qui sont très contents quand ils ont 4 sacs de pain qui arrivent pour nourrir leurs bêtes. Pareil pour le compost et avoir de l'échange les uns les autres. Donc, et après, les clients aussi sont très contents parce qu'on a un petit jardin aussi juste devant avec des herbes aromatiques, quelques fruits rouges, des choses comme ça. Donc, ils voient directement ce qu'ils mangent quand ils arrivent au resto. Donc ça plaît bien. En termes de retombées, en surveillant tout ça, ce qu'on consomme, en gaspillant moins, en achetant mieux
Et en expliquant aux clients, on en sort forcément un bénéfice au niveau de notre marge, et au niveau de notre réputation et de ce qu'on travaille en fait. Voilà, je ne sais pas si... Parfait, merci. Du coup, vous évoquiez tout à l'heure la sensibilisation. Vous faites de la sensibilisation auprès des clients avec le jardin que vous avez ou c'est de façon très naturelle? En fait, c'est très naturel. Pour nous, c'est très naturel parce qu'on on est dans un endroit un peu privilégié. C'est vrai qu'on est en pleine nature. Donc, j'ai toujours vu des jardins depuis que je suis toute petite. Enfin, tout le monde a son jardin. Pour nous, c'est quelque chose de naturel. Mais je pense que même en ville, il est possible de faire des choses. Dans une jardinière, on peut faire pousser du persil, de la ciboulette, voilà, là, je suis dans ma cuisine d'ailleurs. J'ai forcément ça qui est dans ma cuisine. Voilà, parce que c'est toujours meilleur que du déshydraté. Et puis, on a besoin des fois que d'une feuille ou deux, d'un brin de persil et pas forcément des quantités astronomiques. Et quand les gens arrivent, les clients arrivent au resto et qu'ils voient ce petit jardin qui suffit pas pour tout le restaurant, forcément, mais ça fait découvrir des fois des espèces. Par exemple, on a de la sauge sauvage, on a des choses comme ça où ils nous offrent, ça c'est quoi comme herbe, ça c'est voilà, ça sert à quoi, comment on peut s'en servir, dans quelle recette. Et où là on peut leur dire, mais même si vous êtes en ville, voilà, sur votre petit balcon, votre bord de fenêtre, vous pouvez avoir vos propres herbes. On parlait des clients et vous évoquiez la sensibilisation du personnel comme une action, mais aussi comme une difficulté. Vous faites ça seul, vous êtes accompagné par un organisme de formation. Comment vous gérez la sensibilisation du personnel? Non, on le fait seul en interne, c'est-à-dire que on a une équipe de toute manière qui est là à l'année, enfin des apprentis, et après on est 3 à l'année. Et donc c'est ceux qui sont à l'année, qui sont habitués à travailler comme ça, qui en fait, quand les saisonniers arrivent pour la saison d'été, on leur explique notre mode de fonctionnement, pourquoi on le fait et quel voilà l'impact, et on les englobe en fait avec nous dans notre manière de penser et d'essayer d'évoluer dans la bonne direction. Alors des fois, il faut rabâcher un peu. Mais bon, d'une manière générale, ils prennent très vite le pli et en sont très contents. Et après, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a qui me disent qu'ils adoptent un petit peu le même process chez eux, dans leur famille. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres choses à partager avec nous, Madame Malater? Juste conclure en disant que c'est peut-être un petit rien à l'échelle mondiale, mais si chacun contribue un tout petit peu à sa manière, on ira tous dans le bon sens et pour un avenir voilà, durable et un tourisme durable, il y a des choses faciles à mettre en place. Parfait, merci à vous. Je vous en prie. Monsieur Sauret, je vous laisse la parole et ensuite on fera un temps de questions-réponses collectif et puis nos 3 participants ou les personnes avec nous en salle pourront peut-être répondre ou poser des questions également. Bonjour, je m'appelle Pascal Sauret, je gère un camping, le camping Le Royanais, qui est un camping 3 étoiles situé sur la commune du Verdon-sur-Mer en Gironde. Je suis membre du 1% pour la planète, ce qui signifie que je reverse 1% de mon chiffre d'affaires à des associations qui ont une action reconnue pour leur engagement environnemental. Je suis également labellisé Clé Verte. En 2009, j'ai créé une association qui s'appelle l'Ascovada. Elle fait la collecte des déchets organiques des restaurants, mais également des structures comme les EHPAD. Alors, que je me reprenne. Pendant longtemps, je me suis contenté d'observer la réglementation en vigueur pour le camping, parfois en déplorant qu'elle n'aille pas assez loin dans les prescriptions environnementales. Mais globalement, je me complaisais dans une certaine passivité. Depuis une vingtaine d'années, j'ai décidé de prendre une part active dans la protection de l'environnement en apportant une contribution réelle. Donc ça s'est traduit par l'adhésion et le soutien à des associations. J'ai soutenu Colibri, Survival, Sea Shepherd, Bloom, mais aussi par l'organisation de forums d'associations sur le camping pour mettre en contact donc les associations qui avaient le même esprit, les mêmes valeurs écologiques, et par la décision de considérer mon activité de camping à travers un prisme écologique. Dans cet esprit, je me demande chaque année ce que je veux faire de mieux dans ce sens, ce qui me pousse à une démarche évolutive. Parmi les mesures mises en place au camping, il y a eu le choix d'un distributeur d'énergie verte. J'ai rejoint la société Enercop
à la place du fournisseur institutionnel. La construction de chalets avec un cahier des charges écologique, l'installation de tipis sur pilotis avec des toilettes sèches, la création de commerces bio, donc nous avons une épicerie et un snack bar bio sur le camping, mais également la lutte contre le gaspillage énergétique par l'installation de sous-compteurs et la surveillance des consommations. Le choix de produits d'entretien écolabel, la généralisation de l'usage de véhicules électriques à l'intérieur et à l'extérieur du camping, et une incitation constante à respecter le tri sélectif et la mise en place d'un compostage généralisé à l'ensemble du camping, suite à ma rencontre avec l'association Compostage de Poitiers. Par la suite, en 2019, j'ai créé l'association Ascovada qui se propose de traiter les déchets organiques des restaurants. Nous mettons à disposition des adhérents des bioseaux de 30 litres que nous relevons chaque jour. La collecte est effectuée à l'aide d'un kangou électrique qui appartient au camping. Les bioseaux sont ensuite vidés dans des bacs de compost de 1,50 m de côté sur 1 mètre de haut. Ces bacs sont entreposés sur une ferme écosite en face du camping. Nous recouvrons le produit de chaque collecte de broyat de branches, qu'on appelle du brun. Lorsque le bac est plein, il est vidé dans un bac plus grand dit de maturation qui est entreposé à l'écart. Par mesure sanitaire, ce stockage dure 2 ans. En raison de la présence de matière animale, nous ne nous interdisons pas de collecter de la viande ou du poisson dans les déchets organiques. Les bioseaux sont nettoyés quotidiennement à l'aide de produits naturels, savon noir et vinaigre de ménage. Les coquillages que nous collectons également et qui sont très importants en saison suivent un circuit différent. Ils sont réduits à l'aide d'un broyeur qui produit des agrégats de 5 mm. Le résultat est ensuite également stocké à l'écart près des bacs de maturation. Pour le nettoyage des seaux et du broyeur de coquillages et la récupération du lixivia, qui est le jus de compost, j'ai conçu une installation avec une dalle d'écoulement et une mini-station de phytoépuration. L'eau utilisée est également une eau de récupération. À chaque étape du fonctionnement de l'association, j'essaie de trouver des solutions vertueuses qui respectent mon engagement écologique. Le choix d'un véhicule électrique pour la collecte était impératif. L'usage de produits naturels, le recyclage de l'eau par phytoépuration. Si l'un des objectifs est la création d'un emploi durable à moyen terme, le bénévolat est pour l'instant la seule alternative. Cet objectif sera réalisé lorsque l'association comptera 50 adhérents. Il y avait 13 adhérents à l'association en 2019. En 2020, malgré le Covid, nous avons eu 23 adhérents et sur 2021, je m'attends à 30 à 35 adhérents. L'association couvre un secteur qui va de la Pointe de Grave à Montalivet. Dès la création de l'association, j'ai eu en ligne de mire de créer un modèle adaptable aux autres secteurs du département. Je souhaitais constituer un maillage donc, qui couvre tout le département. En ce qui concerne les retombées sur la gestion du camping, j'attire un pourcentage grandissant de clients qui partagent cette préoccupation de l'environnement. Je m'efforce de minimiser les conséquences économiques, mais forcément, on ne s'engage pas dans cette voie en recherchant à faire des économies ou du profit. La conviction d'apporter une contribution utile à la cause environnementale est suffisamment gratifiante. Une émulation se crée parmi la population du camping qui adhère de plus en plus à des comportements plus vertueux écologiquement. Et en ce qui concerne la Scovada, j'ai observé des changements de comportement des restaurateurs. Chez certains restaurateurs et également un effet d'émulation. L'équilibre économique est fragile et, comme je l'ai dit, le recours au bénévolat est pour l'instant indispensable. Merci beaucoup. Voilà. On va passer aux questions. On a une dizaine de minutes du coup pour échanger. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions à poser ? Alors, j'ai quelques questions en ligne. Pour vous, Monsieur Sorel, y a-t-il du coup un surcoût à passer à de l'énergie verte ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez recommencer ? Oui, ce surcoût est important, il faut le savoir.
Enercop était très étonné quand je les ai rejoints parce que c'est un surcoût qui est très important. Donc il faut calculer en fonction de la situation particulière de la personne qui pose cette question, mais il faut s'attendre à un surcoût important. Donc c'est vraiment faire un don à une entreprise qui est vertueuse que de rejoindre Enercop. Madame Naudet, tout à l'heure, on parlait de la valorisation des circuits courts et de proximité, et on est passé un peu vite, excusez-moi. Est-ce que vous aviez des exemples d'initiatives à proposer et à partager aux professionnels qui sont en visioconférence avec nous? Alors, bon, nous, on est surtout, notre corps de métier en tant qu'association, c'est vraiment la sensibilisation et l'accompagnement de ces porteurs de projets. Donc, ce que j'expliquais, c'était vraiment s'ils souhaitaient aller vers se mettre en lien avec des producteurs du territoire. On peut le faire très directement, c'est-à-dire aller à la recherche des producteurs qui sont à proximité et puis aller directement discuter avec eux pour faire ces partenariats, essayer d'aller acheter les produits auprès d'eux. Tout va dépendre un petit peu aussi de la taille de notre structure. Parfois, c'est très facile d'aller sur du 100% local, sur du 100% bio. Mais sur des plus grosses structures, ça peut être plus compliqué. Donc là, il peut être intéressant d'aller plutôt à la recherche des groupements de producteurs ou de filières ou de fournisseurs qui sont très spécialisés dedans. Et donc, on a pour ça plusieurs... nous, par exemple, on travaille sur le Médoc, donc je peux plus facilement parler du Médoc, mais là, par exemple, le parc naturel régional Médoc ont une charte sur l'alimentation et ils vont déployer la marque Valeur Parc. Et ils vont aussi, ils s'occupent justement de coordonner toute cette partie-là. Et notamment, il y a des projets qui existent sur les territoires, comme le projet alimentaire territorial, qui vont permettre de structurer ces projets-là, ou d'autres projets avec des associations qui vont mettre les acteurs du tourisme durable en réseau, et qui, du coup, vont pouvoir justement permettre d'aller structurer ces filières-là et de pouvoir aussi s'organiser pour contacter les divers producteurs. Après, j'ai des exemples un peu précis, si vous voulez, parce qu'on a accompagné, par exemple, justement l'auberge de jeunesse de Blanquefort, qui, elle, s'est lancée sur un petit déjeuner complètement durable et bio. C'est assez facile de se lancer, justement, c'est une première étape, le petit déjeuner. C'est plus simple, en tous les cas, dans un premier temps, d'aller sur le petit déjeuner. Et en plus, c'est souvent, dans les établissements, quelque chose qui est compris dans le prix de la chambre. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir commencer par ça. Et donc, ils ont fait, par exemple, un partenariat avec un lycée qui fabrique le pain, qui se trouve à Blanquefort, tout à côté, et qui du coup leur fournit et livre le pain directement. Donc là, on a à la fois un impact qui est social et en plus, on est sur de l'ultra local pour cet établissement. C'est ce qu'on entend des trois participants, c'est qu'en fait, il y a une grosse dynamique du partenariat, que ce soit, on parlait tout à l'heure des producteurs, des agriculteurs, des lycées, avec les établissements, etc. Donc je pense que c'est aussi par ce prisme qu'il faut le voir. Monsieur Sauret, je rebondis, on me demande de combien en pourcentage l'augmentation? Plus de 50%. Pour Enercop. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'en général, Enercop évoque plutôt un 10%. Donc, je les ai vus en présentation, effectivement. Ça doit être variable d'une structure à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que le EDF, par exemple, propose des tarifs très avantageux pour l'HPA. Et donc, choisir un fournisseur qui ne peut pas proposer de tarifs spéciaux, évidemment, on arrive sur un coût réel de l'énergie qui n'est pas subventionné. Je n'ai plus de questions dans le chat. Est-ce que parmi les participants en visioconférence, il y a des professionnels qui veulent intervenir, prendre la parole, questionner nos intervenants ? Je ne vois personne. On me demande si toutes ces expériences pourront être retrouvées sur le site internet. Donc j'imagine que oui, Maryse. Oui, en effet, toute la journée va être disponible en rediffusion sur le site web d'ici environ une semaine. C'est ce qu'on espère du moins. Et évidemment, on pourra vous mettre en contact avec ces professionnels si éventuellement vous souhaitez approfondir le partage d'expérience. Et peut-être que j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a effectivement le groupe
Circuit court, alimentation locale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ce groupe si vous souhaitez lancer la dynamique sur votre territoire, y participer, créer du lien avec les producteurs. On va essayer de voir aussi les plateformes sur lesquelles on peut capitaliser déjà. Donc, vous aurez une invitation à répondre à un formulaire prochainement pour intégrer ces groupes. Madame Malater, vous vouliez prendre la parole, je vous laisse intervenir et puis ce sera donc la conclusion avant qu'on retourne en plénière et qu'on passe sur les pitchs solutions innovantes. À vous, Oui, Madame Malater. Oui, merci. Je voulais juste rajouter un mot concernant, tout à l'heure, les doggy bags ont été, vous en avez parlé, ont été abordés et nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours. C'est-à-dire que les gens ne terminent pas et on leur propose de toute manière, voilà, dû emporter, d'emporter tout ce qu'ils n'ont pas fini. Alors des fois c'est pour eux, des fois quand c'est des personnes âgées, ils nous demandent est-ce que je peux emmener les os, voilà, pour mon chien, donc ça on le fait tout le temps. Je sais qu'il y a certains de mes collègues qui par contre étaient assez inquiets qu'il y a des interrogations par rapport à ça. Quand je leur disais nos pratiques, c'était de se dire mais quand quelqu'un emmène, du coup, voilà, jusqu'où est-ce qu'on est responsable s'il le mange pas tout de suite et qu'il le mange une fois que c'est périmé ou comment ça se passe. Donc je trouvais ça intéressant que la dame tout à l'heure précise bien qu'on n'a plus de responsabilité à partir du moment où ça sort de nos établissements. Donc ça, c'était un point voilà, que j'ai trouvé très bien, qui était mentionné. Ça va peut-être pousser plus de gens à le faire naturellement. Et dernier point que je voulais avancer, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire parfois, surtout au niveau de l'énergie, mais quand on est, des fois on se retrouve un petit peu confronté, si les bâtiments, par exemple, appartiennent à une collectivité, à la mairie, ou par exemple, où ça dépend pas forcément de nous, vu que les locaux ne nous appartiennent pas, et dans ce cas-là, moi, j'aurais une question, je ne sais pas qui peut me répondre. Quel levier on a pour faire un peu de forcing et faire en sorte que les choses soient faites au niveau des municipalités ou des communes? Voilà. Merci pour la question. Je ne pourrais malheureusement pas y répondre, mais Madame la vice-présidente Derville, tout à l'heure, on a évoqué quelques mots. Charge effectivement à chaque collectivité de s'engager aussi dans cette démarche. L'interfilière continuera à pousser et à être force de proposition pour que chaque acteur institutionnel veuille s'en saisir. Donc ça, c'est notre rôle. Ensuite, malheureusement, on ne pourra pas faire plus. Mais plus on sera nombreux à pousser, à montrer des exemples sur des territoires, plus ça donnera envie à des collectivités de s'engager et de dupliquer sur leur territoire. Et l'idée des groupes de travail, effectivement, c'est aussi d'impliquer les collectivités. Si je peux me permettre d'ajouter juste très rapidement, il y a une vraie complémentarité aussi à trouver, parce qu'il y a énormément de choses qui s'organisent en termes de restauration collective scolaire. Et donc je pense qu'il y a une vraie complémentarité à trouver par rapport aux ailes de saison. Là, on parlait de la problématique de saisonnalité, entre justement la production locale qui fournit aux restaurants scolaires. On a par exemple même des communes qui embauchent des maraîchers et qui du coup fournit la cantine en bio. Il y aurait certainement des complémentarités très intéressantes à trouver avec la partie été, vacances scolaires, saison, pour les établissements touristiques et certainement des cofinancements, enfin je ne sais pas, qui pourraient se mettre en place. Marie, juste une seconde. Monsieur Sauret, pour revenir un petit peu sur sur la solution que vous apportez, il y a des travaux qui sont en cours aujourd'hui avec l'UMI Nouvelle-Aquitaine, qui a un partenariat avec les détritivores maintenant, et donc qui revient en groupe de travail avec le SPICOTOM très prochainement. Si ça vous intéresse de participer, et justement de pouvoir faire un lien avec ce que vous faites, parce qu'on est en plein dedans, et savoir comment, au-delà du bénévolat, comment on arrive à rentabiliser quelque chose et à apporter un peu plus d'équilibre financier, qu'on puisse travailler sérieusement dessus. C'est vrai qu'entre le bénévolat et chercher absolument à faire des bénéfices ou proposer des tarifs qui sont prohibitifs pour les professionnels, il faut trouver quelque chose d'acceptable. Oui, non, mais c'est surtout que ça soit les professionnels ou ceux qui traitent, donc les collectivités qui vont traiter des déchets demain, l'obligation de réduction s'oblige à nous. Donc on doit trouver des solutions ensemble, et évidemment on doit trouver des solutions qui sont là pour le coup à l'équilibre financier. On n'est pas là pour faire des profits industriels, c'est pas le sujet.
c'est savoir comment on s'en sort ensemble. Et donc le comment on s'en sort ensemble territorialement prend du sens et a du sens. On ne va pas aller chercher à Bordeaux, à Poitiers, enfin celui qui est à Hendaye, il ne va pas aller chercher à Guéret sa solution forcément. Donc c'est qu'on puisse comment on fait territorialement et comment on reproduit ce qui se fait bien ailleurs. Bien, merci. Merci, Monsieur Soret, merci Aurélie Naudet et Madame Alaterre pour vos interventions très riches. Merci.